Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Le 3 avril se tiendront les élections législatives en Hongrie. Viktor Orban espère obtenir un 4e mandat successif, lui qui est Premier ministre depuis 2010. Mais la campagne s'annonce cette fois-ci plus incertaine, car la volonté de chasser du pouvoir Viktor Orban a permis d'unifier des formations de gauche, libérales, jusqu'à l'ancien parti d'extrême droite, le Jobbik, qui ont organisé une primaire pour se choisir un candidat commun dont est sorti gagnant le conservateur et peu connu Péter Márki-Zay. Si Viktor Orban est aujourd'hui considéré comme un héros par les droites dures en raison notamment de son opposition à la répartition des demandeurs d'asile entre les États membres de l'Union européenne, par la construction de murs de barbelés à la frontière avec la Serbie, pour empêcher le passage de migrants, ou en se présentant en défenseur de la chrétienté pour justifier ses dérives autoritaires, quel est aujourd'hui le sentiment de la société hongroise, plus diverse et plus vivante que son dirigeant ne voudrait le faire croire? C'est entre autres ce qu'ont fait plusieurs journalistes français travaillant en Hongrie dans un ouvrage collaboratif, La Hongrie sous Orban, histoire de la Grande Plaine, publié aux éditions Plein Jour et sorti en librairie le 4 février. Pour nous présenter cet ouvrage, nous avons en ligne Joël Lepavou, un des auteurs de ce livre, un journaliste qui suit l'actualité hongroise, notamment pour Courrier International. Bonjour Joël Lepavou. Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. Alors, vous avez aussi, je ne l'ai pas dit, publié il y a quelque temps un autre ouvrage, un petit dictionnaire insolite sur la Hongrie, publié par Cosmopol, que l'on peut encore trouver dans toutes les bonnes librairies. Absolument, et nous en avions parlé il y a 3 ans sur Radio Judaïka. Votre ouvrage, La Hongrie sous Orban, se présente sous forme d'une vingtaine d'articles, j'ai envie de dire 20 nouvelles, 20 histoires de Hongrie. Et même si ce n'est pas son premier objectif, vous nous faites voyager dans toute la Hongrie profonde, de villages perdus à la frontière roumaine et serbe, à des villages cul-de-sac, Pișco, un village avec une forte communauté rom qui a voté à 100% pour le parti du Fidesz, le parti de Viktor Orban lors des dernières élections européennes. Mais surtout, vous nous faites rencontrer des personnes hautes en couleur, que ce soit János Gulyás, le dernier maire communiste, ou Katalin Sommer, une survivante de l'Holocauste, ou encore Zoltán, dit Zoli, le rocker au grand cœur. C'est à travers eux que vous nous faites découvrir cette Hongrie sous Orban. J'aimerais savoir comment est né ce projet et pourquoi avoir choisi de présenter la Hongrie sous cet angle. Écoutez, le projet, il est né de la volonté de plusieurs journalistes de dresser un tableau, alors forcément incomplet, mais le plus humain possible de ce qu'on appellerait un laboratoire politique en Hongrie, à l'image de ce qu'Orban a construit depuis maintenant 12 ans. Et moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai entendu parler de cette idée. On était avec Corentin Léotard, donc le coordinateur de cet ouvrage, en voiture vers Gyöngyöspata, donc village marqué par des marches anti-roms et des défilés au flambeau organisés à l'époque par le Jobbik, auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Et Corentin me disait, écoute, moi, il y a quelques années, j'avais lu un bouquin super qui s'appelait Portrait de Serbie et qui se proposait justement de faire un tableau de la Serbie, un peu à l'image de ce qu'on a écrit dans la Hongrie sous Orban, avec beaucoup d'incarnés, d'humains, de reportages à l'intérieur. Et il me dit, il faudrait qu'on présente ce projet-là pour la Hongrie. Les élections approchent à grands pas et je pense que ça pourrait intéresser des éditeurs. Et puis, par chance, Plein Jour a été très emballé par le projet. Et aujourd'hui, on en arrive avec ce résultat d'un ouvrage d'une vingtaine de reportages, de nouvelles, comme vous l'expliquiez il y a quelques minutes, et avec 6 auteurs à l'intérieur qui se proposent d'explorer aussi bien la dimension politique, qui est quand même évidemment extrêmement présente en Hongrie, que culturelle, historique, mais avant tout humaine, comme je l'expliquais il y a un instant. Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, outre le fait des histoires que vous racontez, c'est peut-être aussi ce collectif. C'est-à-dire que finalement, on a un style qui n'est pas toujours le même, mais on a le point de vue ou le regard qu'amène chacun d'entre vous. C'est aussi ça la richesse du livre. Absolument. Nous sommes 6 auteurs, dont 5 journalistes de métier. Alors Corentin, lui, est correspondant depuis déjà une douzaine, voire une quinzaine d'années en Hongrie pour plusieurs médias français et francophones. Moi-même, je suis arrivé en 2013 en Hongrie et donc je travaille aussi pour des médias français et francophones. Hélène a passé une dizaine d'années en correspondance en Hongrie et est aujourd'hui en Pologne, pays qui est tout aussi scruté que la Hongrie, notamment pour ses dérives en lien avec l'état de droit et les dérives aussi anti-IVG. Thomas Lafitte
Bendit, qui aujourd'hui est à Kiev, lui est un franco-hongrois, donc qui a vraiment grandi au contact de cette culture hongroise, même s'il a passé plus de temps en France, mais qui a un peu retrouvé ses racines ces dernières années. Et au-delà de Thomas, il y a aussi surtout Daniel Pseni, qui écrit notamment l'article sur Gaudiopolis, donc cette république des enfants installée par le pasteur Gabor Stello pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Daniel, lui, il a collaboré pendant plus de 20 ans au journal Le Monde, spécialiste des médias, et s'est installé il y a quelques années de cela à Budapest après sa retraite. Donc lui aussi, il apporte un regard extrêmement précieux dans l'écriture, dans la construction de l'ouvrage. Et en dernier lieu, vous parliez tout à l'heure de ce chapitre consacré à Zoli, le rocker au grand cœur, qui est signé par Jehan Pomro, qui lui travaille notamment dans le monde de la musique. Il est tourneur, il organise des tournées pour des groupes, et donc il était clairement dans son élément lorsqu'il s'agissait de raconter presque les errances alcoolisées de Zoli, qui a un parcours absolument formidable, et je trouve à titre personnel que c'est un des chapitres les plus touchants de ce livre. Alors, il y a d'autres aspects qui transparaissent en fait dans les différentes histoires. C'est qu'il y a dans cet ouvrage, ce sont d'abord les subventions européennes. Moi, vous savez qu'on est dans une émission sur l'Europe, mais oui, elles apparaissent tout le temps. Les petits villages où toutes les routes, les infrastructures ont été soutenues par l'Europe, ça apparaît partout, et on sent qu'il y a ce besoin de subventions pour des maires qui sont opposés au pouvoir en place, mais aussi pour des villages où c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces subventions européennes. Pourtant, on sait comme l'Europe est décriée par le pouvoir en place. Absolument, mais on connaît Viktor Orban pour sa célèbre Pavatanz, comme il dit en hongrois, c'est-à-dire sa danse du pan, son jeu d'équilibriste permanent entre une critique acerbe de Bruxelles et la réception d'importantes subventions européennes qui non seulement ont aidé des villages, comme vous l'évoquiez à l'instant, mais ont surtout permis la consolidation de son régime. Je pense notamment à l'enrichissement démesuré de son ami d'enfance, Lőrinc Mészáros, le maire de Felschut, petit village où Orban a fait construire une grande académie de football et un stade gigantesque juste à côté de sa maison de campagne, mais au-delà de ça, ces subventions européennes, elles sont, l'instrument de survie de villages, à l'instar de Borsod Bota, donc ce village dirigé par le dernier maire communiste du pays, János Gulyás, une figure haute en couleur, qui, grâce à ces subventions venant de Bruxelles, a pu non seulement faire installer des panneaux solaires à côté de la mairie pour diminuer l'impact sur l'environnement, mais aussi construire des logements sociaux, ou en tout cas des petites maisons avec tout le confort moderne, notamment pour des familles issues de la communauté rome qui est assez importante à Borsod Bota, mais aussi rénover le château du XVIIe ou XVIIIe siècle, si ma mémoire est bonne, abritant l'école maternelle et la crèche. Donc en fait, János, c'est un exemple, une incarnation de l'utilisation à bon escient de ces subventions européennes, contrairement à ce que fait Viktor Orban par rapport à la Hongrie. Et c'est là toute la difficulté, puisque l'Union européenne entend désormais conditionner ses financements au respect de l'état de droit. La Hongrie pourrait donc se voir privée de ressources européennes. Et est-ce que les Hongrois en ont conscience de cela ? Écoutez, les subventions européennes, ou en tout cas le conflit avec Bruxelles, c'est une arlésienne qui dure quasiment depuis que Viktor Orban est arrivé au pouvoir. Je suppose que vous vous souvenez de ce discours très, violent, mais criant de vérité de Daniel Cohn-Bendit, fin connaisseur de Viktor Orban, qui déjà en 2011 alertait sur les dérives à venir du régime, et ça ne semblait pas, à l'époque, susciter d'inquiétude particulière à Bruxelles comme à Strasbourg. Aujourd'hui, on se rend compte que, grâce à ces subventions européennes que nous mentionnions à l'instant, Viktor Orban a pu construire son régime, son oligarchie, sa nomenclatura, et les Hongrois, en fait, vous savez, sont profondément pro-européens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou en tout cas contrairement à ce que les discours d'Orban pourraient laisser suggérer. Si vous faites un sondage express comme ça dans la rue, vous verrez que 80% des Hongrois sont pro-européens. Ils ont conscience des avantages que procure le fait d'appartenir à l'Union européenne. Bien sûr, la mobilité pour travailler, puisqu'il y a beaucoup de Hongrois qui, malheureusement, à cause des salaires extrêmement faibles en Hongrie, occupent une activité professionnelle aussi bien en Allemagne qu'en Autriche notamment. Mais au-delà de ça, la Hongrie est un pays profondément européen, un carrefour des civilisations entre l'Orient et l'Occident, et un pays qui a conscience de son appartenance à l'Ouest, même si les rapprochements successifs de Viktor Orban avec Vladimir Poutine ou avec Recep Tayyip Erdogan en Turquie pourraient laisser penser le contraire. Alors j'aimerais aussi revenir avec vous
sur ces fameux travaux d'intérêt général et Közmunka, Oui. ce que l'on pourrait appeler une sorte de RSA contre des travaux pour la collectivité, je ne sais pas, pour présenter à nos auditeurs français. Oui. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer dans les villages de Hongrie que vous traversez, cette politique rapporte des milliers de voix au Fidesz, notamment des voix de Roms. Comment vous expliquez déjà ce que c'est Közmunka, que l'on comprenne, et ensuite pourquoi au final, alors que c'est des montants très faibles, que finalement ce soit un point positif pour Viktor Orban? Alors vous parliez de montants très faibles, effectivement on peut expliquer aux auditeurs qu'un Közmunka, donc une personne qui occupe ce genre d'emploi, émarge à environ 57 000 forints par mois. Alors certes ils ont été récemment augmentés, mais 57 000 forints avec le taux actuel, on est dans des montants autour de 150-160 euros, ce qui est absolument ridicule, y compris en Hongrie. Mais le programme Közmunka ne date pas de Viktor Orban, disons que c'est le développement ou en tout cas l'extension du recours au Közmunka qui date de Viktor Orban. Et en fait, ce programme Közmunka a permis, à l'instar, on va dire, des subventions européennes qui ont facilité l'oligarchisation et l'urbanisation de la Hongrie, ce programme Közmunka, en fait, il crée des baronnies Fidesz dans les campagnes. Il crée une relation, j'allais dire, presque féodale entre des élus locaux et des employés au Közmunka. Et en fait, le Közmunka, dans la plupart de ces villages, c'est la seule source d'emploi, que ce soit dans les régions fortement désindustrialisées du nord-est de la Hongrie, ou dans les régions extrêmement peu pourvues ou loin de la capitale, notamment dans le sud-ouest, à l'instar de Pișco, qui est à 45 bonnes minutes de voiture de Pécs et peu relié au reste du réseau national. Donc en fait, ce Közmunka, c'est un élément paradoxal parce qu'à la fois c'est une source d'emploi, c'est ce qui permet au gouvernement. On va dire c'est des petits emplois, c'est en gros c'est des petits, c'est du nettoyage, c'est ramasser, disons c'est faire la propreté dans la rue, c'est planter des fleurs, c'est je ne sais pas moi, aller éventuellement porter le courrier quand il n'y a pas de facteur, mais qui alors certes assure un revenu extrêmement faible, mais permettent non seulement à des maires, comme je disais, Fidesz, mais d'autres, puisque János Gulyás, par exemple, qui n'est pas du tout Fidesz, a recours au Közmunka dans sa ville, mais qui permettent en tout cas de mettre au travail une population qui en a été privée, notamment par la désindustrialisation. Alors après le gel des prix du carburant, le gouvernement hongrois a décidé de bloquer les prix de certains produits de base pour soutenir le pouvoir d'achat des Hongrois face notamment à la hausse des prix. Il y a une inflation assez forte en Hongrie. Ces mesures sont-elles pour vous électoralistes ou c'est vraiment des mesures sociales? Et quel est le ressentiment des Hongrois face aujourd'hui à l'augmentation des prix? Écoutez, comme vous l'expliquez, l'inflation est extrêmement importante en Hongrie. On est sur des pourcentages oscillant entre 6 et 7% sur l'année. L'augmentation des prix se ressent dans le panier des Hongrois, mais pour autant, les Hongrois ne sont pas dupes. Ils savent très bien que ce blocage décidé pour lutter contre l'inflation intervient à point nommé juste avant les élections et que c'est une manière aussi de s'assurer la sympathie du Hongrois de base qui achète beaucoup justement de poulets ou de porcs qui sont concernés par ce blocage ou d'huile de cuisson, voire d'autres produits de base qui pourraient être sujets à des augmentations importantes. Alors en l'occurrence, ce qui est assez intéressant avec ce blocage, c'est qu'il ne s'applique pas aux fruits et aux légumes, qui sont déjà des produits chers. Je veux dire, même en France, on voit très bien à quel point ces denrées-là ont augmenté. Pour autant, ce blocage, en fait, il s'inscrit dans une politique assez volontariste, mais électoraliste, qui passait, comme vous l'expliquiez il y a un instant, non seulement par le blocage du tarif des carburants pour plusieurs mois, mais aussi des augmentations sensible de salaire dans toutes les catégories socio-professionnelles, des infirmières au personnel administratif, en passant par les personnels du monde de la culture, ou une augmentation du SMIC à 200 000 forints brut, environ, disons, 550 euros, 600 euros. La volonté d'Orban, c'est vraiment, moi j'appelle ça presque une distribution de bonbons, c'est-à-dire que Orban a conscience que l'inflation et l'augmentation des prix se ressentent durement aussi bien dans le panier que dans les esprits des Hongrois et qu'il faut opérer une sorte de rattrapage salarial pour compenser l'écart encore assez important avec l'Europe occidentale. J'aimerais donc moi revenir aussi sur un autre sujet qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est cette question aussi de réécriture de l'histoire, ce qu'on retrouve dans beaucoup de pays, mais là il y a aussi en Hongrie une forme de réécriture de l'histoire, notamment autour de la Shoah.
Elle apparaît dans 3 histoires. Elle apparaît aussi avec Katalin Sommer, cette survivante de la Shoah. On voit dans cette histoire comment finalement le pouvoir essaye de minimiser le rôle qu'ont joué les Hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'extermination de la population juive. Alors oui, effectivement, ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que l'extermination, ou en tout cas la collaboration véritablement active de la Hongrie avec le Troisième Reich s'est effectuée à partir de mars 1944, donc à partir du moment où les troupes d'Hitler décident d'envahir la Hongrie et chassent le régent Horthy, régent autoritaire, un petit peu un Pétain hongrois, qui, on va dire, a facilité l'essor d'une politique de droite nationaliste et antisémite pour laisser la place aux croix fléchées de Ferenc Szálasi, qui lui a été dans la collaboration extrêmement active avec le Reich, et on parle de 440 000, voire même plus, de juifs envoyés directement vers les camps de la mort, notamment à Auschwitz. Et c'est vrai que depuis que Viktor Orban est au pouvoir, on a justement une réhabilitation, disons plus de la politique du régent Horthy, en tant que grande figure tutélaire de la droite nationaliste, et une minimisation de son rôle dans le fait d'avoir conduit, ou en tout cas permis, l'émergence de l'antisémitisme en Hongrie. Alors l'antisémitisme, il y en avait aussi sous la République des conseils pro-soviétiques de Béla Kun, là n'est pas la question, mais en tout cas pendant les 20 années de gouvernance de Miklos Horthy, il y a eu des numerus clausus qui ont été imposés dans les universités et les administrations publiques, et le gouvernement Horthy a pris fait et cause pour l'Allemagne nazie, pas véritablement par, rapprochement idéologique, mais par volonté de récupérer les territoires perdus lors de la signature du traité de Trianon en 1920. Et aujourd'hui, on a Viktor Orban, le Premier ministre, qui considère Miklos Horthy comme un homme d'État. On a un mémorial de l'occupation allemande, ou en tout cas dédié aux victimes de l'invasion allemande de 44-45, un mémorial extrêmement controversé qui minimise la collaboration de la Hongrie avec le Troisième Reich, et un buste de Miklos Horthy sur cette même place de la Liberté abritant ce mémorial controversé à quelques pas du Parlement. Et dans le cadre de la Shoah, ou en tout cas de la mémoire autour de la communauté juive, le gouvernement caresse un projet de longue date baptisé la Maison des Destins, donc à Szorzsókháza, qui se situerait au niveau de l'ancienne gare de Józsefváros, dans le sud-est de Budapest. Mais pour l'heure, ce projet traîne quelque peu, et il montre aussi les divisions de cette communauté juive, les luttes intestines que nous évoquons dans un chapitre de l'ouvrage, entre une communauté juive plus libérale, budapestoise, et des orthodoxes, notamment les Lubavitch, autour de Shlomo Kövech, qui lui, pour le coup, est dans une ligne beaucoup plus proche du gouvernement de Viktor Orban. Et si on veut faire un comparatif un peu plus large, on pourrait dire que ce sont des orthodoxes extrêmement proches du Likoud de Benjamin Netanyahou, grand ami politique par ailleurs de Viktor Orban. Alors c'est ce mémorial aussi, avec cet ange Gabriel qui représente la Hongrie et qui est happé par un sinistre volatile aux griffes acérées qui représente l'Allemagne. On voit aussi que c'est représenté comme, c'est en gros l'ange Gabriel qui est un peu qui est là pour dédouaner le pays de toute responsabilité dans la Shoah. C'est cela, c'est un aigle noir et presque monstrueux, effrayant, donc symbolisant l'Allemagne, qui fond sur un ange Gabriel tenant un orbe avec la croix hongroise dans la main. Et le message de ce mémorial, c'est de dire la Hongrie n'est pas coupable de ce qui s'est produit à l'époque. C'est l'Allemagne qui a imposé totalement ses conditions et qui, en envahissant la Hongrie, l'a réduite à la portion congrue. Alors Joël, pour terminer un peu sur votre ouvrage, sur cet ouvrage collectif, je dis votre ouvrage parce que je vous ai en ligne, j'aimerais vous demander quelle est pour vous l'histoire qui marque selon vous et qui caractérise le mieux cette Hongrie. Alors, ça va être difficile de choisir véritablement un chapitre. Si je peux me permettre d'en citer deux et en prendre un des miens d'abord, je dirais le chapitre consacré à Kubek-Haza, écrit avec Hélène Bienvenue, et donc ce village à la triple frontière magyaro-serbo-roumaine, qui est à la fois le bout de la clôture anti-migrants sur la frontière serbo-hongroise sur 175 km, et un lieu de passage, alors non seulement des migrants de
de 2015 qui essayait de rentrer en Hongrie par un autre passage que la route bouchée de Löszke, mais aussi un lieu où non seulement des magyarophones fuyant la dictature de Ceausescu en Roumanie ou des magyarophones fuyant la conscription obligatoire lors des guerres de Yougoslavie ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à la Hongrie où ils ont élu refuge. Et aujourd'hui, Robert Molnár, qui est un maire absolument fabuleux, fait partie de ces conservateurs chrétiens modérés, profondément déçus de Viktor Orban. Mais aujourd'hui, il se situe en totale opposition par rapport au Premier ministre national conservateur. Et non seulement ce chapitre-là montre comment des conservateurs chrétiens que l'on pourrait croire de manière monolithique, absolument fidèles et loyaux à Viktor Orban, s'opposent aux dérives du régime, mais aussi comment un homme de province, un homme de foi, un homme prédicateur à ses heures, a sauvé de la faillite, de la banqueroute, son petit village auquel il était profondément attaché et qu'il dirige maintenant depuis 20 ans en ayant réinstallé des commerces, en ayant permis la construction d'un poste frontalier avec le village serbe voisin, en ayant réinstallé des relations de bonne entente, certes compliquées par la clôture, mais toujours présentes entre les trois villages, donc le village serbe de Rabe, le village roumain de Bebaveke et le village de Kubek-Haza, mais aussi en étant un homme animé d'un sens profond du service public auquel nous rendons hommage à travers ce chapitre. Et si je peux citer donc un second chapitre, moi j'ai eu un coup de cœur vraiment particulier et je pense que vous aussi, c'est ce que j'entendais en tout cas au cours de cette interview pour le chapitre sur Zoltan le rocker au grand cœur. Seul d'ailleurs chapitre n'étant pas écrit par un journaliste de métier, mais qui dans sa plume, dans sa façon d'aborder tous les questionnements animant Zoli, toute sa carrière musicale, ses difficultés à s'en sortir dans la vie et en même temps, j'allais dire alors peut-être pas dégoût, mais en tout cas son manque de préoccupation absolue pour la politique. Et lui, il ne se construit pas par rapport à Viktor Orban, que ce soit en opposition ou en accord, ce qui est d'or et rare en Hongrie. Mais en tout cas, Zoli, c'est un peu l'image de ce Hongrois de base, artiste dans l'âme, qui reflète cette mentalité des Hongrois, ou en tout cas d'une bonne partie des Hongrois de province ou du Hongrois de base, qui sont vraiment dans la débrouille. Et je crois que aussi bien lorsqu'on parle de Robert Molnár, politicien sortant de son village de l'Ornière, que de Márton Gulyás, disons créant un média alternatif partisan qui a aujourd'hui 250 000 abonnés sur YouTube malgré 12 ans de sinistrose médiatique et de paysages médiatiques ravagés ou urbanisés par le gouvernement actuel, qu'un Zoltan hongrois de base qui parvient néanmoins à s'en sortir dans la vie et à se ranger. Je pense qu'on pourrait vraiment qualifier ce bouquin, notamment dans les personnalités se construisant en opposition à Viktor Orban, comme un éloge de la résilience. Merci Joël. Je terminerai juste avant de nous quitter. Beaucoup s'inquiètent de l'impartialité des élections du 3 avril. L'OSCE préconise l'envoi de 218 observateurs afin d'encadrer le scrutin en avril. Qu'en pensez-vous, vous qui vivez sur place? Y a-t-il une inquiétude à avoir? Alors, l'envoi de ces observateurs, il répond à une inquiétude, à des craintes de fraude qui avaient été soulevées par une ONG baptisée Unhacked Democracy et qui avait montré que dans des villages proches de la frontière ukrainienne, je pense notamment à Kishpolad, il y avait ce qu'on appelle du tourisme électoral, c'est-à-dire des Ukrainiens possédant des adresses hongroises ou des cartes de domiciliation hongroises, ayant obtenu la nationalité grâce à cette politique de Viktor Orban de naturalisation massive dans les provinces qui dépendaient autrefois de la Hongrie avant le traité Trianon. Et donc ces gens-là venaient dans ces petits villages et votaient massivement pour Viktor Orban. Et Unhacked Democracy avait montré à l'époque que sans ces fraudes et ces anomalies qui avaient été constatées lors du scrutin, le gouvernement de Viktor Orban n'aurait très probablement pas obtenu sa super majorité des 2/3 lors du scrutin de 2018. Et aujourd'hui, la mission d'observation de l'OSCE est extrêmement importante, ou en tout cas conséquente dans son nombre. Il faut rappeler que
mis en dehors de la Bulgarie, la Hongrie deviendrait le deuxième pays de l'Union européenne où une mission d'observation aussi conséquente serait mobilisée dans le lien des élections. C'est dire l'importance de ce scrutin qui, alors, n'est certes peut-être pas aussi important ou suivi que l'élection présidentielle française, mais qui sera attentivement scruté et observé aussi bien par les observateurs de l'OSCE que par les journalistes dans toute l'Europe. Alors merci Joël Lepavou pour avoir participé à cette émission. Je rappelle donc que l'on peut retrouver l'ouvrage La Hongrie sous Orban, donc sous la direction de Corentin Léotard, qui est rédacteur en chef du journal en ligne Le Courrier d'Europe centrale. Donc on peut retrouver La Hongrie sous Orban aux éditions Plein Jour dans toutes les librairies depuis le 4 février. Un grand merci Joël. Merci beaucoup Olivier, bonne journée.